Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce que j'anime maintenant depuis de nombreuses années, dans lequel je reçois des e-commerçants qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques, leurs expériences, leurs retours d'expérience pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, cofondateur et directeur général de Cosa, cabinet de conseil en stratégie digitale avec une mission simple, aider les marques à mieux se raconter pour bien vendre. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir enfin, parce que ça fait longtemps qu'on se parle, Geoffrey Gillan, qui est le cofondateur de Esprit Paddle Shop. Esprit Paddle Shop, c'est la première boutique en ligne leader en France de matériel de paddle. Une entreprise de 15 personnes aujourd'hui. Et je vais rester poli, mais Geoffrey, tout à l'heure, on parlait de ses chiffres et je vais lui donner dans un instant, mais il me dit, putain, ça me fait chier, on a une croissance à 2 chiffres. Je dis, comment ça? Parce que ça va trop vite. Il fait non, parce que ça va moins vite que les années précédentes. Esprit Paddle Shop s'est lancé il y a quelques années. Ils ont fait 200 000 € la première année, 1 million x 5 la seconde, 3 millions 7 la troisième, 9 millions la quatrième. Et cette année, vous devriez finir entre 12 et 14 millions. Assez incroyable. Tout ça sur fonds propres. Un business angel qui est rentré, un business angel du coup au singulier qui est rentré, mais c'est tout. Bref, première année avec une croissance à 2 chiffres et ce sera le sujet de cet épisode du panier. Chères auditrices, chers auditeurs, comment se planter dans sa croissance quand on fait une croissance qu'à 2 chiffres. Salut Laurent, merci pour cette magnifique intro. Je voulais te dire que ça me faisait super plaisir d'être là aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'on a lancé Esprit Paddle Shop et comme je te disais tout à l'heure, t'es le podcast que j'écoute le plus. Donc ça me fait vachement plaisir d'être là aujourd'hui en face de toi. Écoute, ça me touche et je suis très heureux moi de te recevoir. Esprit Paddle Shop, vous le trouvez sur esprit, comme un esprit, paddle, P-A-D-E-L, shop, S-H-O-P.com. On va parler de plein de choses, déjà de cette croissance effrontée que vous avez connue. Pourquoi, quel levier, comment, à quel moment. On va parler du paddle et du marché du paddle. On l'a jamais abordé sur le panier. Tout le monde dans la start-up sphère, dans l'e-commerce joue au paddle. Mais tu me diras si c'est un effet, un biais de... Un biais de quoi d'ailleurs? Un biais de confirmation que j'ai, parce que j'ai l'impression que tout le monde en fait autour de moi, ou si c'est comme ça dans la société en général, pour ce sport qui est assez récent, puisqu'il a une cinquantaine d'années, je crois. Créé au Mexique ou en Espagne Mexique, exactement. Mexique, et importé, exporté en Espagne. Et ça, c'est là-bas que ça s'est développé. Aujourd'hui, c'est le deuxième sport là-bas, en Espagne. Il y a plus de pratiquants de paddle que de tennis. C'est incroyable. Le deuxième sport après le foot. On parlera donc aussi de la tech et enfin, évidemment, du Black Friday, puisque dans une semaine, c'est le Black Friday. Plus de pratiquants du paddle que du tennis et du foot. En Espagne. Non, le premier, c'est le foot, tu m'as dit. Le premier, c'est le foot en Espagne, le deuxième, paddle. Et après, je crois que c'est tennis ou basket. En tout cas, c'est le deuxième. En Espagne. En Espagne, exactement. Au Mexique aussi? Mexique, non, c'est un peu plus confidentiel, même si c'est bien développé. Mexique, Argentine, ça joue beaucoup là-bas. Mais c'est l'Espagne. Espagne, le plus gros pays. Italie aussi, ça joue beaucoup. Et la France et beaucoup d'autres pays sont en train de se développer assez fort sur ce sport en ce moment. Ok, c'est quoi le paddle? Paddle, c'est un sport de raquette. Tu joues 2 contre 2 en double. Le terrain est entouré de grillages et de vitres. Et en gros, on a le droit de jouer avec les parois pour envoyer la balle de l'autre côté, ce qui rend le sport assez ludique, assez convivial parce qu'on joue à 4, contrairement au tennis. Et comme la raquette est plus petite qu'au tennis, c'est beaucoup plus facile de taper dans la balle. On joue plus au paddle qu'au tennis, c'est pour ça que ça plaît beaucoup. Ça se joue forcément à 4? Ça se joue forcément à 4, ouais. Et alors, le taux de pénétration en France, est-ce que c'est un biais de confirmation que j'ai, comme dit, que j'ai l'impression que tout le monde joue au paddle autour de moi? Non, c'est en train de se développer assez fort. On parle de croissance entre 30 et 40% par an sur le marché du paddle. Donc, il y a de plus en plus de monde qui est en train de jouer. Et on a vu vraiment un effet après Covid, où le sport a vraiment explosé. Nous, on est dans le paddle depuis 2018. Donc, on l'a vu, ce avant et ce après Covid. Il est assez extraordinaire. On a un club aussi qui s'appelle Esprit Paddle dans la région lyonnaise. Et moi, je peux parler des taux de réservation. Et avant Covid, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, les terrains sont pris de 9h à 23h. Il n'y a pas de plage horaire qui sont libres. Si tu veux réserver un terrain, il faut s'y prendre 2 semaines à l'avance. C'est vraiment la folie. Et c'est un peu partout en France la même chose. Il n'y a pas assez de terrain aujourd'hui par rapport à la demande, tout simplement.
À quoi tu l'expliques, cette croissance incroyable du paddle? Il faut que tu te mettes sur un terrain de paddle et que tu joues, Laurent. Et tu verras pourquoi. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de tennis. Et le jour où j'ai découvert le paddle, où j'ai joué pour la première fois au paddle, j'ai plus envie de jouer au tennis. J'ai plus envie de jouer au tennis parce que c'est un sport beaucoup plus sympa. On joue plus, on s'amuse plus. Comme je disais tout à l'heure, on est à 4 sur le terrain. Plus abordable? C'est-à-dire plus abordable. Abordable sportivement, techniquement parlant. Ouais, plus facile. Il n'y a pas besoin d'une énorme technique pour s'amuser. Alors oui, effectivement, si tu veux progresser, il va falloir apprendre la bonne technique pour progresser et pour bien jouer. Par contre, au début, tu peux t'amuser. Et c'est ça le gros avantage de ce sport, contrairement à un sport comme le tennis où il te faut une dizaine d'heures de cours, on va dire, pour prendre plaisir et commencer à jouer et prendre plaisir sur le terrain. Au paddle, au bout de 10 minutes, tu peux prendre plaisir. Et c'est ça le gros avantage de ce sport, c'est que même quand tu n'as jamais fait de sport de raquette, tu peux arriver sur le terrain et kiffer avec tes potes. Et c'est ça le gros avantage de ce sport. Ouais. Alors je te disais quand on préparait l'épisode que je l'avais comparé, alors peut-être à défaut ou à tort, pardon, mais au squash. Et moi j'ai joué énormément au squash dans une période de ma vie où je jouais 2-3 fois par semaine facilement. Effectivement, c'est quand même technique, c'est dur. La montée en cardio, elle est violente. Mais surtout, et tu viens de le dire, moi j'ai trouvé un gros frein quand je suis rentré en France et que je suis venu à Paris. Pardon, je vivais à New York et c'est là que je jouais beaucoup. J'ai trouvé un gros frein, c'est que les terrains sont rares et sont bookés en permanence. Ouais. Dans le squash, alors c'est déjà un peu différent le paddle et le squash parce qu'au squash, effectivement, comme tu le disais, la montée en cardio est beaucoup plus forte qu'au paddle. Au paddle, au début, comme on ne sait pas trop bien jouer, on va faire un peu plus de fautes. Et c'est vrai que ça rend le sport, au début en tout cas, un peu moins cardio et du coup plus accessible, plus tolérant. Et par contre, comme tu le disais, au niveau des terrains, que ce soit le squash ou le paddle, encore aujourd'hui, c'est assez compliqué pour réserver des terrains. Le squash, il n'y a pas beaucoup de terrains, donc effectivement, si tu veux réserver, c'est compliqué. Et le paddle, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de demandes par rapport à Mais on voit des terrains qui fleurissent un peu partout. Hein. Ouais, exact. Dans la région parisienne, c'est compliqué, mais il y a plein de projets qui sont en train de se monter, et un peu partout en France. À Lyon aussi, c'est assez compliqué, mais il y a beaucoup de projets qui arrivent. Et du coup, c'est bien pour le sport parce qu'aujourd'hui, il faut des terrains pour vendre du matériel, entre autres. Quelqu'un m'avait parlé, mais qui est-ce m'avait dit la largeur d'une péniche, c'est exactement la largeur d'un terrain de padel. Ah. Et il avait imaginé la réallocation de barges ou de péniches, tu vois, de barges de transport maritime, enfin fluvial, en terrain de padel. Et je trouvais ça assez intéressant, assez original. Sauf qu'il faut bien l'amarrer, évidemment, pour pas que ça bouge, quoi. Ouais, exact. 10 mètres de largeur, ça me paraît quand même beaucoup pour une péniche, hein, parce que c'est 10 sur 20 un terrain de paddle, donc il faut quand même une sacrée péniche. Mais en tout cas, il y a des terrains de paddle qui flottent. Il y en a à Miami, je crois, à Dubaï. Okay. Il y a des clubs qui se font maintenant sur l'eau, carrément, donc on peut jouer sur l'eau à certains endroits. T'as le nombre de joueurs en France ? Nombre de pratiquants licenciés. Donc licenciés, on est à un peu plus de 100 000 aujourd'hui. Et on compare à quoi ? On compare au tennis, par exemple, à peu près 800 000. Ok. Voilà. Avec une croissance de 30 à 40% par an, ça veut dire que dans quelques années, si ça continue tel que ça continue... Et là, je te parle des licenciés, mais c'est ceux qui ont fait au moins un tournoi, sachant que la majorité des joueurs sont ceux qui jouent en loisir. Et on estime le nombre de joueurs en loisir entre 800 000 et 1 million de joueurs. Contrairement au tennis, on est plutôt à 4-5 millions. Oui, donc 4 fois moins, 5 fois moins. Ok, compris. Ouais. Et il y a ce qui aide pour qu'un sport atteigne, je pense au rugby, je pense ces sports qui montent au basket plus récemment, il y a une visibilité, une exposition médiatique qui commence, qui continue, qui plus en plus. Il y a Canal+ qui diffuse des gros tournois internationaux. Being Sport, il me semble également. Et le gros avantage de ce sport, c'est qu'il y a beaucoup de célébrités qui jouent au paddle. Du coup, ça donne beaucoup de visibilité au sport. Tous les influenceurs, tous ceux de la télé-réalité. Enfin bref, beaucoup de monde qui joue au paddle, beaucoup de monde avec beaucoup de visibilité. Et du coup, ça donne envie aux gens de jouer. Et c'est vraiment une belle vitrine pour le sport. Et restez connectés. Pardon, phrase de boomer. Restez avec nous. On en parlera d'influence justement un peu plus tard. Ouais. Ça se lance en 2018. Pourquoi, comment, dans quel cadre ? 2018, le club de paddle, Esprit Paddle, du coup. Il faut savoir que ça a été monté par mon associé actuel, Sébastien Cornet, qui a monté Esprit Paddle, qui est le frère d'Alizé Cornet, donc qui baigne un peu dans la sphère tennis et du coup paddle qu'il a vu monter à l'époque.
monte le club en 2018. Moi, j'arrive à la fin de mes études en 2018 et je cherche un stage de fin d'études dans le tennis. Et j'ai fait ma première partie de paddle à toute fin de mes études. Et c'est là que je me dis, purée, c'est en train de se développer, c'est en train de commencer à prendre. Pourquoi pas chercher un stage dans le paddle? Et c'est là que je suis tombé sur lui, du coup, Esprit Paddle, Sébastien Cornet. Et du coup, il m'a embauché en tant que stagiaire au début. C'est bien passé. Je passais en CDI à la fin de mon stage. Et pendant le confinement, on s'est associé pour monter Esprit Paddle Shop. Mais du coup, à la base, ça vient de lui, le fait de monter le club. En fait, il a vu, grâce au tennis, comme le tennis et le paddle est beaucoup lié encore aujourd'hui, il a vu le paddle se développer et il s'est dit pourquoi pas monter un club de paddle. Et c'est comme ça qu'il a monté, parce qu'il habite toujours à Lyon, et c'est qu'il a monté ça à côté de Lyon, quoi. Et le e-com est venu assez rapidement après parce qu'il était difficile de se procurer du matériel. Et le e-com est venu assez rapidement. Covid 2020, on arrête de bosser, plus d'activité au club. Et effectivement, on avait vu quelques failles de marché où les gens venaient au club sans avoir acheté leur matériel chez nous. Ça nous questionnait, ça nous dérangeait. Et en demandant aux gens pourquoi ils avaient acheté leur raquette ailleurs qu'à la boutique qu'on a toujours au club, ils nous disaient qu'ils avaient des super prix sur Internet, sur les sites, entre autres, espagnols. Mais par contre, qu'il y avait un service client, un service après-vente qui était déplorable. Et c'est à partir de là que ça nous a donné des idées, qu'on a décidé de monter un site en ligne avec l'esprit qu'on a voulu retranscrire sur le site, un esprit club où on a un vrai accompagnement, un vrai service client, un vrai service après-vente. On a mis par la suite des outils pour aider au choix de la raquette, des outils pour comparer les raquettes entre elles. Et du coup, c'est vraiment notre ADN, c'est d'essayer de retranscrire au mieux l'esprit club. Quand on accompagnait un client dans son achat de raquettes, on a essayé de le retranscrire au mieux sur le site internet. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. C'est comme ça que ça, en tout cas pour l'instant, plus ou moins marché, je pense. J'ai l'impression, vu vos chiffres, quand tu te lances en 2020 sur la partie, donc sur Esprit Paddle Shop, j'ai écrit sport, tu vois, lapsus. Ouais. Esprit Paddle Shop, tu es sur une catégorie d'un sport qui se développe fort aussi ailleurs, donc tu n'es pas le seul à te lancer, il y a de la concurrence aujourd'hui. Vous avez la chance, grâce à ce travail acharné, et j'en suis certain, et plein de bonnes décisions, d'être le leader aujourd'hui en France en e-com. Il y a aussi des revendeurs physiques qui accompagnent, qui suivent cette croissance aussi. Ouais. Il y a quelques boutiques pure player paddle en France, je ne sais pas combien exactement, peut-être une dizaine, pas plus. Et après, il y a les gros acteurs, évidemment, comme Decat, Intersport, qui font du volume et qui sont là également. Donc voilà, c'est les deux typologies avec, j'en ai oublié une, les boutiques dans les clubs qui marchent aussi plus ou moins bien. Mais du coup, il y a boutique dans les clubs, boutique physique dans les centres-villes ou périphéries et distributeurs comme Decathlon, Intersport, etc. Et du coup, oui, on voit de plus en plus que des grandes enseignes comme Decat investissent de plus en plus dans le sport. Les rayons sont encore, d'après nous, encore un peu faibles, mais beaucoup plus garnis qu'il y a quelques années. Et ils sont en train de voir le potentiel du paddle et on voit qu'ils sont en train d'investir de plus en plus sur ce sport. Donc, sur c'est assez intéressant. Cette verticale, ok, hyper intéressant. Donc, des boutiques spécialisées, des grandes surfaces spécialisées, les boutiques de club et les pure players comme vous l'êtes actuellement. En ligne. Vous ne vendez qu'en ligne aujourd'hui. Est-ce que et au club, j'imagine. Ouais, exact. L'Esprit Paddle Club. Ouais, exactement. On a un club du coup Esprit Paddle, on a un petit corner où on vend du matériel. Ça représente pas grand-chose par rapport au chiffre d'affaires du site, mais c'est quand même une petite boutique physique qui tourne. Et est-ce que vous vendez en B2B ? On ne vend pas en B2B, très peu pour le moment. En revanche, c'est un axe de... Il y a combien de clubs en France ? Un axe de développement qu'on est en train de mettre en place. Ok. Il y a combien de clubs en France ? C'est une bonne question. Il y a 3500 terrains en France. Il faudrait que je regarde les chiffres, je te dirais peut-être une bêtise, mais à peu près 1000 clubs. Et plusieurs terrains par club, j'allais le dire. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près 3,5 par club. Plus ou moins 1000, il me semble.
Et comme au squash ou au tennis, il y a plein de joueurs qui arrivent sans leur raquette ou sans leur Ouais, exactement. balle ou sans leur tenue. Ok. Ouais, exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a pris depuis peu la distribution d'une marque de paddle qui va nous permettre de nous insérer dans les clubs. Du coup, on est distributeur officiel de cette marque. On va revendre aux revendeurs. Ce qu'on ne faisait pas jusqu'à l'heure actuelle. On a repris la distribution d'une marque. On a pris la distribution d'une marque espagnole. On est distributeur exclusif en France. Du coup, on va vendre du matériel aux revendeurs. Et ce qui va nous permettre petit à petit d'intégrer ce marché B2B. On va voir si on vend d'autres produits que cette marque-là en B2B. Mais en tout cas, c'est l'axe de développement qu'on a mis en place là ces dernières semaines. On a signé ça il y a un mois. Et du coup, on est en train de le mettre en place. Elle s'appelle comment cette marque? Sioux. Sioux. C'est là, on va dire, en fonction des pays, c'est entre 5 et 7e marque, plus grosse marque. Donc, c'est pas dans les leaders, mais c'est une très belle marque. Plutôt content d'avoir signé ce deal. Ouais. Ok. Donc, distribution B2B qui est sur la table, en tout cas. Cette marque que vous avez en exclusivité qui vous permettrait, en tout cas, d'attaquer ce sujet. Les clubs se fournissent où aujourd'hui? Les clubs se fournissent essentiellement chez les marques en direct. C'est pour ça que c'est assez compliqué d'aller insérer ce marché-là parce qu'elles ont déjà leurs fournisseurs qui sont les nôtres également. C'est chiant pour une marque. Ouais, c'est chiant de parler à 1000 clubs. C'est chiant pour les clubs aussi, surtout. Parce que les marques, elles ont affaire de plus en plus à des acteurs qui prennent le leadership sur le marché, comme nous. Et nous, on fait un chiffre d'affaires qui est énorme pour elles. Et c'est vrai que les commerciaux des marques ne prennent pas autant de temps pour un club qui va faire 2000 € de commandes à l'année qu'un gros acteur comme nous qui va faire beaucoup plus. Et du coup, je pense qu'il y en a cette carte à jouer en B2B et d'aller voir les clubs en disant voilà, nous on a un B2B hyper clair, vous commandez, vous n'avez pas besoin de vous stocker, ce que ne font pas forcément les marques. Donc nous, vous pouvez commander 1, 2, 3, 5 raquettes comme vous voulez, vous êtes livré en 48 heures, vous avez un service après-vente qui fonctionne, on vous répond au téléphone si vous avez un problème. Et voilà, c'est un peu cette carte qu'on va essayer de jouer pour développer cette partie-là. Ouais. Je serais curieux de comprendre le comportement d'achat d'un joueur en club quand il achète son matériel parce qu'il l'a oublié ou parce qu'il en a marre de sa raquette ou de ses chaussures. Donc de l'avoir tout de suite, pardon, c'était ça mon point. Il faut qu'il y ait du stock. Et c'est là que les boutiques physiques dans les clubs fonctionnent. C'est justement pour ce genre de cas. Et également pour les tests de raquettes. Nous, on propose un programme test sur le site où tu peux commander ta raquette, la tester, nous la renvoyer. Mais c'est toujours plus compliqué que d'aller dans le club, faire sa partie avec une raquette que le club t'a donnée et de repartir avec la raquette neuve si la raquette t'a plu et que tu l'achètes directement chez le club. Donc on aura toujours ce désavantage, nous, en ligne, par rapport aux boutiques physiques dans les clubs qui peuvent prêter sur l'instant T la partie du joueur, la raquette. Et s'il y a du stock, le joueur peut repartir. Raison de plus pour être en bisbille avec en copain avec les clubs. Okay. Je pense que c'est important. Il y a un autre truc auquel j'avais pas pensé, mais l'une des sources de revenus des clubs, alors ça doit pas être énorme, de tennis, pardon, c'est le comment on appelle ça, le cordage. Le cordage, exactement. Ouais, ce que t'as pas au paddle. Exactement. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure en off, je sais plus si c'était en off ou pas, mais que pour moi, je pense que les boutiques physiques le marché n'est pas encore assez mature pour qu'il y ait beaucoup de boutiques physiques partout en France. Tu me le disais en off, mais je te posais la question effectivement de la distribution. Ouais. Est-ce qu'il y avait, en plus du wholesale, l'idée d'ouvrir des boutiques? Et ouais, c'est une vraie question. Et on pense que par rapport au tennis, c'est encore un peu tôt, notamment parce qu'il n'y a pas ce cordage. Et il faut savoir que les boutiques physiques de tennis font leur gras en règle générale sur le cordage parce qu'elles font payer la pause entre 10 et 15 €. Donc c'est la marge nette et qu'il n'y a pas effectivement au paddle. Paddle, les marges sont quand même assez faibles et du coup on peut que vendre des raquettes ou des accessoires. Il n'y a pas cette refonte de cordage à chaque fois qui fait de la récurrence à la boutique et surtout de la marge nette facile pour une boutique physique de tennis. Ouais. Ok, compris. Voilà pour la distribution. On a parlé un peu de la concurrence. Moi, je me posais aussi la question de l'international. Cette croissance, vous l'avez faite sur la France uniquement. Donc, tu m'as dit 100 000 licenciés, entre 800 000 et 1 million de joueurs. C'est ça, une croissance de 30 à 40% par an. Donc, il y en a encore, j'imagine, beaucoup sous la pédale. Est-ce que vous êtes déjà à l'international? Est-ce que vous y pensez? Et comment est-ce que vous allez l'aborder si ce n'est pas déjà le cas? Non, pour l'instant, on n'est qu'en France. Par contre, ça va devenir une de nos priorités là, dans les prochains mois, prochaines années. Tout l'enjeu, ça va être de consolider nos parts de marché en France et d'aller chercher l'international, évidemment, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a des pays qui sont
bien développés, des pays qui sont matures et des pays en développement qui sont hyper intéressants à aller adresser. L'Espagne, c'est 4 à 6 fois plus gros à peu près que la France. L'Italie, c'est 2 à 3 fois plus gros que le marché français. Il y a des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne qui sont en train de se développer. Tout le monde s'accorde à dire que à terme, normalement, ce sera la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les 3 plus gros pays pour le marché du padel. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ouais. Ok. Plus gros que normalement l'Espagne à terme. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Il y a vraiment plus qu'à. Il faut qu'on arrive à les adresser assez rapidement pour pas louper le train, quoi. Avec des marchés qui ne vous ont pas attendu. Exactement. Il y a des acteurs qui se sont développés, des pays qui, je pense, seront plus facilement pénétrables que d'autres. L'Espagne, par exemple, c'est saturé. Le sport s'est développé depuis 20 ans. Tous les gros acteurs sont là-bas. Les prix sont tirés vers le bas. Donc, à mon avis, comme marché adressé, ce ne sera pas le premier qu'on ira chercher. Et peut-être que dans un pays comme celui-ci, ce sera peut-être de la croissance externe. Si on veut vraiment, à terme, adresser le pays rapidement, facilement, je pense que ce sera peut-être une des meilleures stratégies. Il y a d'autres pays où c'est maintenant qu'il faut y aller parce que c'est les prémices du développement du sport. Et qu'il faut qu'on essaye par nous-mêmes, quoi. Et qu'on l'a réussi en France, il faut qu'on arrive à le faire ailleurs. Ok, il y a des acteurs qui distribuent sur Amazon ? Il y a des acteurs qui distribuent sur Amazon. Les marques font... Des marques en direct ou des distributeurs ? Les marques en direct et les distributeurs. Les marques font quand même bien attention à ce qui se passe sur Amazon. En règle générale, on n'a pas le droit, les revendeurs n'ont pas le droit de distribuer les produits N sur Amazon, c'est-à-dire que les produits de gamme de l'année en cours. En général, les marques n'aiment pas qu'on les mette sur Amazon. Donc nous, on n'est pas encore sur Amazon. C'est la première fois que j'entends. Ça ? Ouais, non, formulé comme ça, les produits N pour dire les produits d'année en cours. Ouais, exactement. Marché du paddle, comme beaucoup d'autres industries, les produits sont renouvelés tous les ans. Et du coup, en règle générale, les marques acceptent que les produits des anciennes collections soient distribués sur Amazon, mais pas les produits en cours. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Comme ça assainit le marché. Et nous, revendeurs agréés, on va dire, on profite de la non-concurrence, en tout cas sur les produits N d'Amazon, quoi. Ok. Pour aller attaquer votre marché, il a fallu séduire justement ces marques dont on parle maintenant, avec des produits N ou N-1, N-1 ou N-2. Vous êtes l'acteur majeur en ligne aujourd'hui, l'un des acteurs majeurs, tout réseau confondu en France. Est-ce qu'il a été facile de convaincre ces marques de vous accompagner il y a 5 ans ? J'imagine que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Je dis il y a 5 ans parce qu'on est en 2025, c'est ça, lancement en 2020. Ouais. Exact. Alors, plus facile qu'il n'en paraît, parce qu'il y paraissent. J'ai été bon là-dessus. Plus facile qu'on ne le croit ou qu'on aurait pu le croire. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est compliqué. Parce qu'on a le club. Et du coup, de base, on avait quelques fournisseurs au club. Du coup, on distribuait certaines marques, certaines grandes marques. Et Esprit Paddle, ça a toujours été un des plus gros clubs en France. Et toutes les marques venaient nous voir, toquaient à la porte et nous disaient j'aimerais bien rentrer dans ton pro-shop. Comment on fait pour bosser ensemble ? Et du coup, on avait déjà cette attractivité qui nous a aidés au début à avoir les marques. Et c'est vrai que quand on a commencé la boutique en ligne, pour certaines marques, on leur disait on vous a pas aujourd'hui, ce serait bien qu'on vous ait. Il n'y a plus trop de place dans la boutique physique, mais par contre, on peut vous rentrer en ligne. Et du coup, ça n'a pas vraiment été un frein. Ça a été plutôt simple pour nous, à part certaines marques assez réticentes. Mais bon, c'est peut-être une ou deux marques dans l'ensemble sur nos 25-30 fournisseurs. Peut-être une ou deux fois où ça a été compliqué. Mais sinon, pour tous les autres, ça a été plutôt simple. Par chance d'avoir le club. Ok, par chance d'avoir le club. Donc en fait, tu avais déjà prouvé d'une certaine manière que c'était un acteur légitime, parce qu'ils avaient d'autres débouchés plus intéressants que Esprit Paddle Shop au moment où vous lancez le e-com. Mais ta légitimité vous a permis d'avoir une discussion plus rapide, plus simple, plus fluide avec cette marque. D'avoir un club, une entité physique, que les gens voient, les responsables de marque pouvaient venir voir que c'était un club quali, qu'on faisait le job. Et tout de suite, c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Ok. Tu me parlais des services tout à l'heure et de ta volonté, comme un club, d'accompagner les clients, de pouvoir comparer des raquettes, de pouvoir d'avoir une vraie aide au choix. Une raquette aide ou Adidas de paddle, je peux la retrouver à plusieurs endroits. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui vous a permis de faire la différence sur Esprit Paddle Shop ? Je pense qu'on a poussé un peu tous les curseurs un peu plus loin et un peu plus haut que les autres. C'est vrai qu'on a investi assez vite sur tout.
Comme je te disais tout à l'heure, on a déménagé 3 fois. Donc, dès qu'on n'avait plus de place au club, parce qu'on a commencé au club dans une salle de 40 mètres carrés, on a déménagé. Donc, on a investi dans un nouvel entrepôt. On a acheté plus de stock que les autres. On a investi un peu partout sur Meta, sur Google, sur le site internet, etc. Et puis, il y a la partie contenu qui est arrivée à peu près 2 ans après l'ouverture, 2 ans et demi. Et c'est ce qui, je pense, encore aujourd'hui fait la différence chez Esprit Paddle Shop. Mais là, on est en haut de funnel. Ouais. Une fois qu'il faut faire un choix, l'utilisateur, l'acheteur, le consommateur averti. Évidemment, il faut être bon sur les prix. On vend les mêmes produits que les concurrents, donc on n'a pas le choix que d'être bon sur les prix. Donc il faut qu'on soit les mieux placés. En règle générale, on arrive à l'être tout le temps, à quelques exceptions près. Et du coup, ce qui va faire la différence, c'est tout ce que je viens de te dire là, et notamment l'appartenance que peut avoir le client à une marque. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de contenu. C'est pour ça qu'on essaye de montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'Esprit Paddle Shop, notamment avec des vidéos comme vidéo du Black Friday, où on emmène avec nous les auditeurs, les internautes au sein de l'entreprise pendant 24 heures. Beaucoup de contenu où je montre mon visage, beaucoup de contenu où on montre un peu aussi l'équipe. Et tout ça fait que, en tout cas, je l'espère, quand les gens doivent faire un choix entre 2 sites, choisissent Esprit Paddle Shop et pas un autre, au-delà d'autres stratégies comme l'influence, comme d'autres choses qu'on fait aussi pas mal pour faire connaître le site et pour rester leader sur le marché. C'est pas évident. Écoute, on rentre dans le détail dans un instant, mais j'ai une question avant ça, parce que tu viens de le dire, vous avez déménagé 3 fois, vous faisiez vous-même tout en interne dans une petite salle de 40 mètres carrés dans le club, Esprit Paddle Club. Exact. C'est un sujet qui fait débat. J'aimerais bien entendre tes arguments. Pourquoi avoir décidé de garder la log en interne ? La logistique, pardon. Écoute, c'est une question qu'on s'est posée un peu dès le début. Moi, clairement, la logistique, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Soyons clairs. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser assez rapidement à voir comment on pouvait déléguer et sous-traiter cette partie-là. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon partenaire, à mon avis. Mais vous avez cherché. On a cherché un petit peu, ouais. On a cherché un petit peu. Et je pense que, également, comme les marges sont assez serrées dans ce secteur d'activité, d'internaliser sa logistique est, je pense, obligatoire si on veut réduire les coûts et être compétitif sur le marché. En tout cas, je ne connais pas d'acteurs qui le sous-traitent aujourd'hui en France, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on l'a toujours gardé. Aujourd'hui, je pense que c'est une force parce qu'on est hyper flexible. On a un bel entrepôt tout neuf qui nous permet d'avoir qui va nous permettre de grandir et de grossir encore. Et voilà, ça nous permet d'être hyper flexible, hyper réactif, d'envoyer nos colis hyper rapidement et de pouvoir scaler sans avoir de soucis qu'on connaît dans la logistique, quoi. Ouais, et tu es en full maîtrise de ton expérience client, ouais. Ce qui est clairement un avantage. Est-ce que pour ceux qui se posent la question, tu peux dire sur ces 5 années d'expérience d'opérer ta propre logistique, les frictions que tu as rencontrées, les conseils que tu peux donner, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, ou de moins bien d'ailleurs, sur ce sujet ? C'est un vrai métier, déjà faut le dire. La logistique, c'est un vrai métier, on apprend tous les jours. Pardon, je t'interromps un quart de seconde. Ouais. C'est ton premier job, c'est ce que tu as dit, stage de fin d'études. Ouais, c'est mon premier job. Pas logisticien. Et t'es passé chez Decat, c'était 2 mois. Ok. Donc c'est ton premier job. Ouais. Ça s'improvise pas. Ouais. Exact. Si, peut-être. Ça s'improvise, oui, plus ou moins. On essaie de chercher. C'est le job aussi du chef d'entreprise où on essaie de chercher des partenaires pour nous accompagner. Et c'est ce qu'on a fait. On a aujourd'hui un WMS, on a des consultants qui nous aident pour améliorer la logistique quand on en a besoin. Aujourd'hui, on a des WMS, process. c'est Warehouse Management System. C'est un système qui permet de gérer son entrepôt, où sont les produits. Exactement. Et ça, on a mis ça en place il y a 1 an et demi, 2 ans. Lequel ? Shippingbo. Shippingbo. Ouais. Tu connais ? C'est plutôt pas mal, assez intéressant comme système et surtout facile d'implémentation. Et encore, il y a 2 ans et demi, on regardait nos commandes sur nos téléphones et puis le préparateur, il allait
chercher sa commande en fonction de là où il l'avait rangé. Donc il fallait qu'il se rappelle de là où il l'avait rangé pour aller préparer la commande. Et ça, on faisait une centaine de commandes par jour. Et on avait encore ce système-là, donc pas d'adressage, pas de AN sur les produits. Enfin, il fallait vraiment que le préparateur se rappelle de là où il avait rangé le produit pour préparer la commande. Donc évidemment, pas mal de friction, évidemment, pas mal d'erreurs de commande. Et c'est à ce moment-là qu'on a implémenté Shippingbo. Et vous n'aviez pas implémenté de solution avant parce qu'une question de coût ou parce que pas... On n'avait pas trouvé le bon outil facilement implémentable. Exact. Ouais, c'est pas mal ça. On n'avait pas trouvé le bon outil. Raisonnable en termes de coût, facilement implémentable. Et avec le recul, du coup, tu l'aurais fait plus tôt ? Ouais, parce qu'on a gagné en productivité. En erreur, enfin bref, on gagne un peu en tout en fait. En service client, on a moins de requêtes. Tout devient plus simple. Par contre, il faut être plus sérieux, évidemment. Chaque produit qui rentre dans l'entrepôt, il faut qu'il ait un EAN sur le système, évidemment. Il faut qu'il ait un adressage. Donc, je l'aurais fait avant, oui, mais pas trop avant parce qu'on n'était pas staffé pour le faire aussi. Donc, je pense que ça arrivait au bon moment. Il ne fallait pas attendre beaucoup plus longtemps pour le faire. Ok, donc ça c'est un enseignement ou en tout cas un conseil sur la partie log. Si vous décidez de le faire en interne, équipez-vous, évidemment formez et accompagnez les... Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il y a eu de la friction et tu aurais pu l'éviter ? De la friction au niveau de la log, prendre des bonnes personnes. Je pense que la log, c'est un métier à part entière. Il faut les personnes qui savent faire aussi dans l'entrepôt au quotidien. Et ça ne s'improvise pas. Donc, prendre au moins une ou deux personnes pour gérer l'équipe. Et avec un peu d'expérience dans la log, c'est toujours mieux. Alors, c'est une évidence, mais nous, on le voit chez certains de nos clients. Chez Cosa, vous savez, on fait du branding et des sites e-commerce. Prenez un outil, un WMS, donc un Warehouse Management System, évidemment qui se plug de manière fluide, simple, efficace, automatique à votre e-com et à votre gestion de stock. Exact. Tu sais qu'on en croise encore sur le marché sur lequel c'est du fichier CSV à déposer sur du FTP, ce genre de truc. Quelle affaire. Nous, on s'est cassé les dents sur l'implémentation d'un ERP. On est encore dessus 2 ans et demi après. Donc oui. On peut donner son nom ou pas ? De l'ERP ? Ouais. Odoo, qui je pense est un bon outil. Et ouais. Un bon outil, mais si on n'a pas le bon intégrateur, c'est compliqué. Et en tout cas, on n'est pas tombé sur le bon, nous. Je pense que c'est aussi de notre faute parce qu'il ne faut pas tout remettre sur l'intégrateur. On n'était pas préparé pour le faire. L'intégrateur, je pense, a mal dimensionné son intégration de base et du coup, ça crée des frictions un peu partout. Et un outil qui est à moitié en place aujourd'hui chez nous et qu'on est en train de, j'espère, terminer en termes d'intégration là, dans les prochains mois. Terminer l'intégration, mais vous continuez à l'utiliser ? Oui, d'accord, très bien. Ouais, carrément. Pour les achats, la compta, en l'occurrence. Mais un enfer. Restons sur les outils. Donc, 2 ans d'intégration. En plus, vous avez fait une refonte entre-temps, dont on va parler dans un instant. Mais donc, Shippingbo pour le WMS, Odoo pour le RP, Shopify pour le front et vous avez, pour le e-com et vous avez toujours été sur Shopify. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres outils dans la stack ? Non, après c'est parler. Ouais, c'est les classiques. Clavio peut-être pour le CRM. Mais non, les 3 gros c'est ça. C'est Shippingbo, Odoo, Shopify. Ouais. Ok. Et donc une refonte, il y a un an si je dis pas de bêtises. Non, il y a quelques mois. Sorti il y a quelques mois. Sorti il y a quelques mois. Ouais. Exact. Quel principal objectif de cette refonte ? Moderniser le site, fluidifier le parcours. Et voilà, c'était les 2 gros objectifs primordiaux qu'on a fixés dans le brief. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal. On a du coup modernisé le site parce que c'était moi qui l'avais créé à l'époque, il y a 5 ans, sur Shopify, avec un thème un peu standard. Et du coup, c'est vrai que ça commence à être vieillot. On avait des outils qu'on avait développés un peu à l'arrache, mais qui marchaient bien, comme L-Selector et le Comparator, qui permettent d'aider à la sélection de la raquette et comparer la raquette pour le Comparator. Et du coup, ça, il fallait les moderniser. Et voilà, et puis fluidifier un peu le parcours, le rendre un peu plus Est-ce qu'il y a des évolutions importantes, saillantes, dont tu pourrais nous parler, et sur lesquelles, maintenant, avec quelques mois de
2 mois de recul, vous avez confirmé des insights, ou en tout cas des intuitions que vous aviez? Fiche produit, catégorie, page d'accueil, est-ce qu'il y a des... Non, on est resté, on a fait du classique. Je pense que on avait des pratiques qui étaient standards, on va dire, pour l'industrie. Et du coup, pas vraiment de gros changements, à part le fait d'avoir bien refondu ces outils-là, qui sont quand même des outils hyper importants pour nous, parce que ça aide à la sélection et ça aide tout simplement à la sélection des produits, que ce soit les raquettes, les balles, mais également les chaussures. Mais pas de choses qui ont radicalement changé après la refonte, quoi. Donc classique, je dirais. On est passé de Shopify à Shopify, donc rien de bien compliqué. Il fallait juste avoir la bonne méthode, je pense. Mais c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Ça a mis 5-6 mois quand même à faire cette refonte, donc c'est pas rien. Pour un outil qui te génère, du coup, l'année dernière, 9, c'est ça? Ouais. 9 millions. Oui, tu fais attention quand tu le... Exactement. Quand tu lances, je m'aventurais quand même pas mal dans les petites features, dans le code, etc. Au début, maintenant, je le fais plus du tout. Je passe par des pros à chaque fois. J'ai un peu peur de toucher, de tout péter. Et de tout péter. El selector, el comparator. Exactement. Hyper intéressant. Donc, on choisit... Ouais, le Selector, c'est un outil d'aide à la sélection. En fait, on a 450 références de raquettes, nous, sur le site. Donc, quand tu arrives sur le site et que tu es débutant, tu es vite perdu. Et du coup, le Selector, il va venir, en fonction de tes besoins, on va te poser quelques questions. Il va venir te présélectionner quelques raquettes, entre 3, 5 et 20 raquettes, on va dire. Et après, on a un outil qui s'appelle El Comparator, qui permet, lui, plutôt d'affiner ta sélection et de comparer 2, 3 ou 4 raquettes entre elles, directement avec un schéma étoile, un schéma radar, je sais pas si tu vois, un peu comme dans FIFA 2000 à l'époque. Et en un coup d'œil, en fait, tu vois les différentes caractéristiques des raquettes et tu peux finaliser ta sélection et commander la raquette facilement, quoi. Je m'écarte un peu de la tech et des features pour te poser plus une question de pilotage et de gouvernance. Tu l'as monté toi-même, ce site, avec tes associés. À l'époque, vous avez monté la boîte. Tu n'avais jamais fait appel, enfin en tout cas c'est la première fois que tu fais appel pour ton site à un prestataire extérieur, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Vous êtes auto-financé. Comment s'est passée ta relation avec c'est une agence, avec cette agence, et qu'est-ce qui a fait que la relation était bonne, et comment est-ce qu'elle aurait pu être meilleure? Qu'est-ce qui a fait que la relation était bonne? Je te pose la question, pardon, un peu de contexte. Je fais ça plusieurs fois aujourd'hui, je suis désolé, je t'interromps, mais je pose la question pour la raison suivante. Il y a plein de nos auditeurs et auditrices, et parfois pas mal de nos clients qui s'interrogent sur oui ou non bosser avec soit de l'interne, soit un free, soit une agence. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi une agence? Alors déjà, c'est cher de bosser avec une agence, faut le dire. Mais on a fait le choix de bosser avec une agence parce que, comme tu l'as dit, en fait, le volume d'affaires est tellement important et devient tellement de plus en plus gros. En fait, on peut plus se permettre de faire les choses à l'arrache. Donc, on a décidé de payer le prix et d'avoir quelque chose de sérieux avec des gens qui font que ça. Et c'est vraiment les raisons pour lesquelles on a pris une agence, même si des fois. Évidemment, quand on voit les prix de certaines choses, on se dit putain, j'aimerais bien le faire moi-même, mais en fait, on peut pas. On n'est pas expert. Il faut déléguer à des gens qui font que ça. Et si on a un problème ou quoi sur le site, ces personnes-là sont censées aussi répondre rapidement. Alors que si on le fait nous-mêmes et qu'on a un problème, on sera seul dans sa galère. Donc les volumes deviennent de plus en plus gros et je pense qu'on peut tout simplement plus se permettre de faire les choses à l'arrache, en tout cas sur ce point-là, quoi. Je peux demander ton budget ou une fourchette de budget? Entre 50 et 100. Ok. Sorti il y a 2 mois, 2 mois avant le Black Friday, du coup, dont on va parler dans un instant. Parmi les leviers qui vous ont permis d'accélérer, de garder l'avance ou de prendre de l'avance, en tout cas de garder l'avance peut-être sur la concurrence. T'as dit que vous avez poussé le curseur plus haut et plus fort sur l'acquis, sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu incarnes la marque sur les réseaux. Vous faites de l'influence du contenu que vous avez commencé il y a 3 ans, 2022, c'est ça? 3 ans et demi. J'aimerais m'arrêter moi sur ces 3 sujets, influence, contenu et Black Friday. Commençons par le contenu, parce que historiquement, ou c'est peut-être pas historiquement celui avec lequel vous avez commencé, parmi les 3. Vous avez fait de l'influence? Vous avez toujours fait de l'influence? Non, pas du tout. Bon, commençons par le contenu.
Comment, quoi, quel rythme, quel type de création et comment est-ce que vous le faites aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors, il faut savoir que plus ou moins dès le début, j'ai voulu mettre en place de la vidéo chez nous. Et j'ai beaucoup galéré. Au début, je voulais pas que ce soit moi qui soit l'image de l'entreprise. Je voulais mettre quelqu'un d'autre qui fasse que ça et qui soit l'image d'Esprit Paddle Shop. Et j'ai essayé, j'ai testé, j'ai pas été satisfait. J'ai même embauché quelqu'un d'interne, ça l'a pas fait. Externe, plusieurs fois, ça l'a pas fait. Et du coup, je suis parti du principe qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai retroussé mes manches. Je me suis fait accompagner également par quelqu'un de compétent qui m'a accompagné sur la partie script, montage, captation d'images, etc. Mais du coup, j'ai décidé d'incarner l'entreprise. Et c'est du coup, moi, au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai cherché quelqu'un, j'ai essayé de mettre des choses en place, chercher du monde qui pouvait le faire à ma place. Mais j'ai pas réussi, j'étais pas satisfait en tout cas, et c'est au bout d'1 an et demi, 2 ans que j'ai décidé de le faire. Et du coup, en termes de contenu, c'est assez simple. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube, des vidéos Insta, des vidéos méta pour les ads, un peu tout ça. Donc différents pans. Donc sur YouTube, on essaye de faire différents types de vidéos, des vidéos où on apporte de la valeur. Donc comment faire une bandera, comment faire une vibora, c'est des coups au paddle, quelles sont les règles du paddle. Comment bien se placer sur le terrain au paddle. Donc ça, c'est plutôt les vidéos éducatives qui sont plutôt destinées à être positionnées sur certaines requêtes à fort volume. Comme les règles du paddle, ça fait, je n'ai pas regardé depuis assez longtemps, mais ça fait à peu près 300 000 vues sur YouTube. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait du volume de vues. Après, on a les vidéos sur YouTube où on essaie de ramener un peu les gens sur les clients, les joueurs au sein de l'entreprise et leur montrer comment ça se passe au quotidien chez Esprit Paddle Shop, et notamment les vidéos un peu Black Friday qu'on fait, ou les 420 000 vues. Les règles Ouais, pas mal. Je t'ai coupé la parole, une fois de plus. Black Friday, où l'idée c'est d'embarquer les joueurs, les gens qui nous regardent avec nous 24 heures pendant un temps fort de l'année qui est le Black Friday. Et les vidéos un peu fit and fun, comme on a fait notamment avec nos derniers jeux concours. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, on offre une Mini Cooper qu'on a remplie de balles de paddle. Et du coup, on a fait du contenu avec nos influenceurs qui sont venus. On a fait une vidéo YouTube où on faisait des mini-jeux pour remplir la voiture de manière un peu ludique. Mais voilà, c'est des vidéos un peu sympas avec un peu de jeu, des mini-jeux où on met un peu la team Esprit Paddle Shop en action. Donc voilà, et après les vidéos, ads, évidemment, on en tourne quand même pas mal. Donc moi, je fais à peu près 2 jours de tournage avec Jérémy et Paul qui mettent sur la créa, qui viennent 2 jours, et on tourne des vidéos qui nous servent pendant tout le mois. Et 2 jours par mois. Par mois, ouais. Okay. Exact. Et qui fait le planning édito, la charte, l'écriture C'est Jérémy et Paul qui s'occupent de ça. En gros, je donne en interne ou freelance? Freelance. Okay. Je donne en gros la direction, la vision, je définis les offres commerciales, et après, à partir de ça, c'est eux qui s'occupent d'un peu tout. Donc, ils rédigent les idées, le nombre de scripts, le nombre de vidéos, ils trouvent les idées, ils rédigent les scripts. Et après, moi, je suis un peu leur marionnette et j'essaye de faire au mieux devant la caméra, quoi. Tu es leur chose. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, je vois aussi les vidéos produits et les vidéos, on va dire, actus sur certaines fiches produits. Et j'ai l'impression, d'après mes quelques tests, que y a toujours la vidéo jeu concours et notre histoire, et en plus une vidéo sur le produit ou la catégorie quand on tombe. Exactement, quand on tombe dessus. Ouais. Et là, il y en a d'autres qui arrivent un peu plus généralistes aussi sur le service client, la logistique, là, et de plus en plus aussi sur le produit en question. Ouais. Exact. Quel outil pour les vidéos sur le site? PlayShort. PlayShort. Ouais. Vous en avez comparé plusieurs, j'imagine. On en a comparé plusieurs. Join, je pensais à... Ouais, c'était les 2 qu'on a comparés. Ok. Ouais. Pourquoi ce choix? Par rapport à Join? Par exemple. Ou d'autres. budgétaire. Ok. Super pour la vidéo, ça s'improvise pas, il faut réfléchir pas en avance, et surtout il faut se décomplexer, je pense, par rapport à ce sujet. Faire une vidéo pixel perfect quand on est Esprit Paddle Shop, c'est peut-être moins important que quand on est Van Cleef ou Cartier ou Rolex. Exactement. T'as fait ce travail? On se prend pas trop la tête sur les vidéos. Alors évidemment, les premières sont assez dures. J'avais beaucoup de mal au début.
l'impression de pas faire bien, etc. En fait, je me suis rendu compte que fallait juste envoyer et que si le monteur est bon, en l'occurrence chez nous il est plutôt bon, il s'occupait du reste et ça rendait plutôt pas mal. Et il y a un vrai monteur parce qu'on peut tout faire sur CapCut. Enfin, tu vois. Ouais, il y a un vrai monteur et il faut encore aujourd'hui. Alors il y a des super monteurs qui utilisent CapCut, par exemple ou autre, mais ok, compris. Ça te coûte combien ? Ça me coûte 5 000 € par mois. Par mois, tes 2 frères dont j'ai oublié les noms, mais Jean et Paul. Paul et Jérémy. Paul et Jérémy, ouais. J'étais pas loin. 2 apôtres aussi, non ? Jérémy, c'est un apôtre ? Je sais pas, peu importe. Non, je sais pas. Je sais pas sur quel terrain on glisse. Excusez-moi, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, les free, la créa, le montage et puis la mise en ligne. Exactement. Ok, le push. Super. Et l'outil, pardon, tu m'as dit ? PlayShort pour les vidéos story sur les fiches produits. Sur les fiches produits. Entre autres. On parle de vidéo, tu me parles de contenu. Est-ce que vous faites d'autres types de contenu ? Texte, SEO ? Ouais, bien sûr. SEO, ça fait partie de la strat dès le début. Hein. On a voulu pousser le SEO dès le début sur le site parce qu'on n'avait pas de budget et puis moi j'avais un peu de temps, donc j'écrivais des articles de blog. Et aujourd'hui, on est accompagné par une agence qui nous aide à ce niveau-là, où on écrit pas mal de contenu. Vous êtes satisfait de l'agence ? Ouais. On peut donner son nom ? Ouais. Eskimos. Voilà. Donc on fait pas mal de contenu. On essaie d'apporter plus de valeur possible aussi sur le contenu, même si c'est du contenu SEO. Et il nous accompagne sur toutes les bonnes pratiques de SEO aujourd'hui. Et ça fait partie d'un des piliers pour nous, hyper important et un asset primordial pour Esprit Paddle Shop. Ouais. Donc, du texte pour le SEO, j'imagine qu'en plus vous êtes accompagné sur la partie GIO aussi. Des vidéos pour les réseaux et pour le site, et pour YouTube évidemment. De l'achat média ? Ouais, bien sûr. Sur les vidéos ? Sur les vidéos, ouais, bien sûr. Sur Meta, entre autres, pas mal. Google également. YouTube. Ouais. Ok. Quelle place de l'IA pour la création de contenu et la gestion des contenus ? Quelle place de l'IA ? Contenu texte de plus en plus. Fiches produits, articles de blog. On s'aide de l'IA. On ne fait pas tout par l'IA, mais on s'aide de l'IA. Donc, notamment pour les fiches produits, ça nous aide pas mal pour les corrections des fautes d'orthographe, la syntaxe, la grammaire, tournure de phrases, etc. Et puis articles de blog également. On s'aide de l'IA. C'est pas l'IA qui fait tout, mais on s'aide de l'IA. Et après, pour la partie vidéo, pour les idées, les scripts, s'aide de l'IA. Je sais que Jérémy et Paul s'aident de l'IA. Mais là, l'humain reste quand même au centre de tout ça. Et c'est juste en tout cas, moi, je le perçois plus comme un gain de temps, quoi. Ça remplace pas encore les humains, heureusement. Sur ces vidéos sur lesquelles apparemment ça compte beaucoup et objectivement ça impacte beaucoup la destinée de Esprit Paddle Shop, je suis sur la page d'accueil. Voilà, je suis à la 5e section avant de voir une vidéo YouTube qui est quelle raquette choisir, et je dois scroller tout en bas pour voir un minuscule petit lien vers YouTube ou Insta. C'est un choix, ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'on met toujours dans le footer nos réseaux sociaux. Parce qu'on met toujours dans le footer nos réseaux sociaux et parce qu'on essaye quand même de contenir les internautes sur le site et de pas trop les faire partir. Donc on met des vidéos en place, on les pousse, mais voilà, on essaie de quand même faire rester les internautes. C'est tellement dur de les faire venir. Ouais. C'est tellement cher de les faire venir qu'il faut les garder une fois qu'ils sont là. Non, j'entends. Mais c'est un sujet sur lequel on peut avoir des discussions, d'où ma question. Et c'est notamment pour ça qu'on a mis en place PlayShort. Ça permet d'avoir des vidéos intégrées au site sans faire partir les internautes du site. Tu me l'as dit tout à l'heure, c'est un sport qui s'est beaucoup démocratisé, auquel jouent pas mal de stars, ou en tout cas de gens connus. J'aimerais parler d'influence. Depuis quand vous la pratiquez ? Comment vous la pratiquez ? Est-ce que tu as des enseignements à nous partager ? Ouais. L'influence, on pratique ça depuis 2 ans, on va dire. On a commencé il y a 2 ans. Et moi, quand je parle d'influence, je parle de l'influence, mais plutôt dans le secteur du paddle, évidemment. Mais quand je dis ça, c'est on fait appel à des influenceurs, mais qui sont joueurs de paddle et qui font du contenu sur le paddle. Et non pas des influenceurs qui sont hors sphère paddle. Ça, on ne fait pas encore. J'y crois un peu moins.
On a fait des tests avec certains gros influenceurs télé-réalité. C'était pas hyper concluant, mais on en a fait un ou deux. Et ça m'a pas donné trop envie de recommencer. De recommencer. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait appel à des influenceurs qui ont une vraie légitimité, une vraie notoriété dans le secteur du paddle. Donc beaucoup moins d'abonnés que des gros influenceurs, plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'abonnés. Mais en tout cas, avec de vrais bons taux d'engagement hyper intéressants. Et on fait appel à eux pour pousser Esprit Paddle Shop. Et également, ce que j'essaie de faire depuis quelques temps, c'est vraiment créer une team autour d'Esprit Paddle Shop avec ces influenceurs-là, pour pas qu'ils soient juste un porte-logo et un pouce code promo au quotidien, mais qu'ils fassent partie d'Esprit Paddle Shop, qu'ils fassent partie de la team. Et pour ça, on essaie d'organiser des événements où on les invite et on essaie de faire des trucs sympas pour qu'ils soient contents de venir et de faire du contenu pour nous, quoi. Ok, ça prend la forme de quoi? Par exemple, pour le jeu concours où on a offert une voiture. Enfin, on n'a pas encore offert. Vous allez offrir. Et on va offrir. Ouais. Donc, je rappelle le concept, on a rempli une voiture de balles de paddle, une Mini Cooper toute neuve. Ce sera encore live la semaine prochaine? Ce sera encore live jusqu'au 17 novembre. Eh ben, ce sera encore live la semaine prochaine. Ouais. Voilà, pas sûr, bref, on verra. Ouais. Dernier jour, 17 novembre, donc un mois de jeu concours. On a rempli une voiture de balles de paddle. Le but du jeu, c'est de deviner le nombre de balles qu'il y a dans la voiture. Et celui qui devine ou qui est le plus proche, il gagne tout simplement, non pas les balles, mais la voiture, toute neuve. Et pour ça, du coup, pour mettre en avant le jeu concours, évidemment, on a fait de la communication, nous, Esprit Paddle Shop, via notre base de données, nos réseaux sociaux, en ads, etc. Mais on a fait appel à notre team d'influenceurs, on les a fait venir et on a fait du contenu, un contenu un peu ludique, un peu sympa autour de ça. Donc, on leur a fait faire des petits jeux où ils devaient remplir la voiture de balles, où ils devaient faire des tests de conduite, trouver la balle avec un logo différent dans la voiture qui était remplie de balles. Enfin bref, des trucs, des choses sympas, ludiques qu'on a mis en scène, qu'on a du coup monté, on en a fait des vidéos. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait. Et là, pour le Black Friday également, on va les faire venir et l'idée, c'est de les mettre en avant, en scène, avec pareil des mini-jeux sur le terrain, hors du terrain, dans l'entrepôt. Et pareil, l'idée, c'est qu'ils communiquent autour d'Esprit Paddle Shop, mais encore une fois, de manière ludique, pour pas que ce soit un discours trop commercial, parce que je pense que ça marche de moins en moins bien, de pousser un code promo et de dire commande chez Esprit Paddle Shop, c'est les meilleurs. Je pense que ça marche de moins en moins bien, ça a de moins en moins d'impact, et du coup l'idée c'est de trouver et de contourner tout ça en essayant d'une faire plaisir aux influenceurs, mais également à leur communauté. Et du coup, on a essayé de faire ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à venir le jour du Black Friday et de voir un peu ce qu'on fait. Et tous vos retours sont les bienvenus. Les bienvenus. Alors, je reviens sur l'opération avec la Mini Cooper parce qu'elle est fun. Pour être clair, il y a un système qui est en place qui est... Donc, c'était du 17 octobre au 17 novembre. Ça s'est fini il y a quelques jours. On parle au passé, même si on enregistre pendant la période. Le principe, c'est je passe commande et en fonction de mon volume d'achat, de la taille de mon panier, j'ai X tentatives pour deviner. Ouais. Sur la page de remerciement, on a mis une sorte de formulaire. On a mis la photo de la voiture avec rempli le nombre de balles que tu penses y avoir dans la voiture. Donc, moins de 100 €, une participation. Entre 100 et 200 €, 2 participations. Au-dessus de 200 €, 4 participations. Ouais, 4 participations, t'as bien entendu. Ouais, 4 participations, c'est pas mal. Pour essayer de deviner le nombre de balles qu'il y a dans la voiture. Et effectivement, j'ai mis ça en place parce que je voulais trouver quelque chose d'assez sympa, avec un gros lot à offrir aux clients. Et avec les quelques semaines de recul qu'on a, ça fait 2 semaines et demie que ça tourne, tu as déjà une vision sur est-ce que ça crée de nouveaux clients ou est-ce que ça pousse des clients existants à repasser commande? Pour l'instant, on peut pas dire que ce soit une vraie réussite. Ni l'un ni l'autre. Les 2 premières semaines étaient pas bonnes, pour être très honnête avec toi. Je suis très franc. On a fait une deuxième quinzaine d'octobre qui était plus faible que la première et plus faible que septembre. Mais on voit que ça s'est accéléré là, depuis début novembre. Donc je pense que moi, l'analyse que j'en fais de tout ça, c'est que les gens ont pas mal se sont dit d'une,
qu'ils ont un mois pour participer et un mois pour essayer de calculer, de deviner le nombre de balles qu'il y avait dans la voiture. Oh, ChatGPT doit gérer ça en 5 minutes, non? Exactement, on a tous essayé. Et c'est pas juste. Et je vous dirai pas si c'est juste ou pas parce que je peux pas encore. Où j'en étais? Les 2 premières semaines étaient un peu ouais. molles, ça s'accélère, mais... Exactement, ça s'accélère. Moi, alors, l'analyse que j'en fais de tout ça, c'est que je pense que les gens se sont dit qu'ils avaient le temps de participer et du coup, ils ne sont pas pressés. Et de 2, je pense aussi que fin novembre, comme tout ce qui est Black November, Black Friday, Black Week, ça prend de l'importance d'année en année. Je pense que les gens, ils étaient un peu observateurs fin octobre et qu'ils regardaient, qu'ils attendaient de passer commande en novembre. Mais on a vu que voilà, ça s'accélère quand même pas mal depuis début novembre. Et là, on va mettre un petit peu de FOMO, un petit peu d'urgence pour la fin du jeu concours. Et j'espère que ça va vraiment s'accélérer. En tout cas, 2 premières semaines, pas top. Et là, ça se passe plutôt bien. Donc, franchement, rendez-vous le 17 ou le 18 novembre. Et puis, on pourra faire une analyse un peu plus complète de cette opération. J'espère que ça va s'accélérer. Avec évidemment un officier assermenté qui... Avec un huissier, ouais, exactement. Un huissier qui vient vérifier. Un commissaire de justice. Un commissaire de justice. Ouais. Intéressant. C'est une OP quand même à 50 000 balles, quoi. Entre les influenceurs, la Mini... je sais pas combien coûte une Mini Cooper, mais c'est... On n'en parle pas. Ouais, 35 plus, ouais, c'est ça, 50. Ok. Donc, en l'état, tu le referas, mais différemment? Là, ça s'arrête aujourd'hui. Ouais. Je le referai pas. Ouais, c'est bon, c'est bon à prendre. Non, après, je pense que c'est un sacré... C'est bien, on peut en parler au passé parce que ça sortira après. Ça veut dire qu'il y aura eu potentiellement un gagnant à ce moment-là. Ouais, exact. Non, alors, franchement, je pense que ça va se mesurer dans le temps parce que tout le monde m'en a parlé. Donc, ça a fait du bruit, ça a fait du buzz. Tous ceux qui sont autour de moi, les proches, m'ont fait des retours de personnes qui leur en ont parlé. Donc, ça a fait du bruit. C'était un peu le but. Après, en termes de rentabilité pure et dure à l'instant T, pour l'instant, c'est pas bon. Mais encore une fois, il reste une petite dizaine de jours et ça peut s'accélérer. C'est pas impossible que ça s'accélère. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Ok. Vous faites Black Friday, tu m'en as un peu parlé avant. C'est une opération que vous faites depuis le début, chaque année. Vous avez toujours été promophile? On a toujours été promophile, de plus en plus à cause du marché, de la concurrence qui veut ça. On est distributeur, on vend les mêmes produits que les autres. Donc, tout le monde tire un peu sur les prix, c'est normal. Moi, au début, le Black Friday, je voyais ça un peu comme une OP commerciale, un peu comme une autre, comme Halloween, comme les soldes, etc. Et dès le premier Black Friday, que j'ai pas trop joué, mais à l'époque, on était vraiment tout petit, donc ça n'avait pas beaucoup d'impact. Mais dès la première fois, en fait, j'ai vu qu'il y avait, que c'était assez incroyable. Je pense que le premier Black Friday, c'était 2021. On faisait peut-être 2-3 commandes par jour. Et je me rappelle, on avait fait 31 commandes dans la journée. Et j'étais comme un dingue. Je me suis dit, putain, le Black Friday, c'est vraiment hyper puissant. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de jouer le jeu à fond et de mettre des stratégies en place. Et effectivement, à chaque fois, c'est juste énorme, incroyable. C'est vraiment le temps fort de l'année. L'année dernière, pour te donner un ordre de grandeur, on faisait à peu près entre 150 et 200 commandes par jour. Et pendant Black Friday, on a fait 3117 commandes le jour J. Donc x15. Ouais, c'est juste monstrueux. Sur le week-end complet, on avait fait un peu moins de 7000 commandes. Donc c'est vraiment très gros. Ouais. Et j'ai l'impression, on va voir ce que ça va donner cette année, que ça prend de l'ampleur d'année en année, que les gens attendent de plus en plus. Mais donc un ralentissement, ton volume quotidien de commandes baisse-t-il en moyenne, lycée sur les jours qui précèdent? Pas l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, on a fait des belles journées pendant tout le mois de novembre. Là, écoute, pour l'instant, début novembre, c'est plutôt pas mal. C'était plutôt fin octobre qui était calme. Mais avec les offres un peu Black November, Black Week, etc., ça tourne quand même pas trop mal. Donc on va voir ce que ça va donner cette année. Est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Est-ce qu'on va faire mieux, moins bien? Je vois mal comment on peut faire mieux parce que c'était tellement gros que l'année dernière que putain. Mais bon, espérons. En tout cas, on met tout en place pour faire mieux. En tout cas, une des questions que j'avais quand je réfléchissais à notre épisode, c'était savoir s'il y avait un plafond de verre sur ce sport que... je vais pas le répéter une quatrième fois, mais j'ai l'impression que tout le monde y joue, mais c'est pas forcément le cas. Il y a de la croissance encore, mais je me dis, bon, il y a un moment où... voilà. Donc je me demandais s'il y avait ce plafond de verre. Tu le sens pas aujourd'hui? Alors il y a une croissance qui ralentit, elle n'est qu'à 2 chiffres. Ouais, je pense que ça peut en faire pâlir certains qui nous écoutent, qui nous regardent. Croissance de marché en France,
entre 30 et 40% depuis quelques années. Ça continue et je pense que ça devrait continuer au moins 3 ans. Voilà, parce qu'il y a tellement peu de clubs aujourd'hui par rapport à la demande qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. Il y a 13, 15, 20, tu penses faire entre 25 et 30 millions si tu suis le marché dans 3 ans? Logiquement. Juste en France. Si on garde nos parts de marché, sachant que la concurrence est de plus en plus forte, on a quand même une belle part de marché aujourd'hui. Il faut qu'on se batte pour garder cette part de marché, mais voilà. Rien n'est gratuit. Exactement. Et c'est de plus en plus dur. Donc, exactement, c'est à peu près ça. Et je me rappelle plus le début de ta question. Je te parlais du plafond de verre et du marché. Ah, ouais. Plafond de verre, encore, je pense, au moins 3 ans sur ce trend-là, voire plus. Moi, je pense que c'est plutôt 5. Et après, évidemment, comme tout marché, on arrivera à maturité à terme. Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? On ne sait pas. Si c'est comme en Espagne et que ça dépasse le tennis, ça devrait être plus que 5 ans. Si c'est qu'un effet de mode, comme pas mal osent le dire, ce sera moins que ça. Mais est-ce que tu réfléchis à l'après, justement? Est-ce qu'on réfléchit? Quand ça s'appelle l'esprit paddle shop, c'est difficile d'aller vendre des chaussures de tennis ensuite. Ouais, exact. Est-ce qu'on réfléchit à l'après? C'est pas le sujet du moment. Il va peut-être falloir qu'on réfléchisse, mais pour le moment, nous on y croit et c'est pour ça qu'on est sur ce marché, on y croit à fond. Ça fait 7-8 ans qu'on est dedans. On voit ce qui se passe, il y a des bons signaux, on y va à fond. Et peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, on a le choix d'y aller à fond. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France et sur les autres pays dans le monde entier, que vous allez attaquer, ouais, même européen, mais même partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est tout juste en train de se développer. Si là-bas, ça explose, ça va être un marché adressable de dingue. Pareil, en Asie, c'est en train d'exploser. C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer là-bas. En Australie aussi. Évidemment, l'Europe un peu partout. Donc, oui, il faut penser à l'après. Mais on a d'autres sujets à traiter sur le feu qui sont assez importants et primordiaux là, à l'instant T. Qui sont, on va terminer là-dessus, c'est quoi ton gros caillou, le gros caillou dans ta chaussure pour 2026? International. Déjà. Ouais, faut qu'on y aille. Il y a des marchés qui sont en train de se développer, il y a des parts de marché à aller prendre. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'Italie, par exemple, qui est plus gros que la France aujourd'hui. Il n'y a pas de vrai leader là-bas qui a pris le leadership sur le marché, comme en Espagne, comme en France. Donc, je pense qu'il y a des opportunités là-bas. Après, voilà, comme tout marché, j'entends tout et n'importe quoi sur l'expansion internationale. Donc, je suis un peu dans le flou à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'on se staffe. On est en train de recruter un responsable e-commerce, notamment pour nous aider là-dessus. Donc, on peut grandir jusqu'à 12-13 millions de CA, 12-14 millions de CA sans responsable e-commerce. Ouais, faut être prêt à bosser 7-7 et ne pas avoir beaucoup de vie, mais oui, apparemment, ouais. J'ai eu un réflexe de vieux à l'instant. Quand t'as dit ça, j'ai regardé tes doigts pour voir si t'avais une bague de fiançailles. Ah ouais, pas encore. Alors que sachant que moi-même, je peux me rappeler. Non, mais pardon. C'était un réflexe du siècle dernier. Chers auditrices, chers auditeurs, pardon. Mais je suis transparent. Ouais. Plus de chat, j'ai une compagne. Non, mais je t'en ai pas tant. Je te le dis. Et je te le dis parce que je m'auto-flagellais sur mon réflexe. Parce que je bosse beaucoup je bosse beaucoup. Et on la remercie pour sa patience et sa compréhension. Exactement, et elle m'aide beaucoup aussi, donc je la remercie pour ça. Mais on le dit pas assez, mais ouais. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Être bien accompagné, c'est pas seulement des business angels et des collaborateurs, Exactement. C'est aussi une famille compréhensive, patiente. Voilà. Allez, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Geoffrey, merci infiniment. Geoffrey Gilan, Gilan, comme Théodore, sur LinkedIn pour poursuivre la conversation et évidemment allez faire un tour sur esprit-paddle-shop.com pour voir tout ce dont on a parlé depuis 1 heure. Merci Laurent. Merci à toi, c'était génial. À très bientôt. Top. Salut à toutes et à tous.